Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous ce matin pour cette première Oui, chronique de l'année. oui, faudrait jamais partir en vacances. Ou alors jamais revenir, je sais pas. Oui. Alors, comme tout bon journaliste qui se respecte, j'ai profité de la moiteur estivale pour investiguer et j'ai embarqué donc la rédaction de l'Incorrect de l'autre côté du périph. Pour, je ne vais pas vous mentir, prendre un peu l'air, mais aussi prendre le pouls de la vraie France, à savoir le Sud-Ouest. Alors, première révélation, à peine posé le pied sur le sol réel, bah, la moitié des journalistes se liquifiaient comme un Mr Freeze oublié au micro-ondes. Donc, je découvre quelque chose, bah, c'est que l'homme, il n'est pas interchangeable. C'est-à-dire que Macron, Van der Leyen et toute la clique, ils peuvent blablater tant qu'ils veulent, bah, un Picard n'est pas fait pour vivre au sud de la Loire, tout comme Matteo n'est pas fait pour vivre en France. Alors, une fois sur place, sauf à tenter de jouer à la ballerine russe perchée en haut d'un chêne pour attraper un G ou deux G, bah, tout d'un coup, l'actualité se révèle vachement moins oppressante. Les petits anges partent plus trop tôt, les hommes peuvent pas prendre des gosses, l'antisémitisme n'est pas sorti de l'arrière-cuisine de LFI, personne connaît Valérie Pécresse et Raphaël Enthoven n'a jamais écrit de livre. Alors je vous cache pas que c'est pas désagréable. Par contre, Marine Le Pen, les gens savent qui elle est. Sachez, chers auditeurs, qu'il n'y a pas si longtemps, dans ce petit coin de France, du Périgord, bah, tout ce petit monde votait radical socialiste ou, s'ils étaient assez cool, ils votaient communiste. Aujourd'hui, les problèmes débarquant, même dans les petits villages, bah, l'intention de vote change. Et oui, voter à gauche est un luxe de gens qui n'ont pas de problème. Alors je précise ici qu'il n'y a pas de Victor Hugo venu du Sahel, c'est plutôt des Esmeralda, mais en vachement moins sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le procédé reste le même. On refile un logement gratos et une petite enveloppe chaque mois aux frais de la princesse qu'on appelle France. Et dans le procédé, il y a aussi l'oisiveté. Et donc, comme Esmeralda s'ennuie, bah, il faut qu'elle s'occupe. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle nettoie vos baraques de fond en comble quand vous êtes absent et vous récure les poches jusqu'au caleçon quand vous faites vos courses. Alors, autant vous dire, quand les gens du PRLM réel allument la téloche ou écoutent Radio Courtoisie en dehors de plantation de melons, et qui voient Bayrou qui va expliquer bah, moi aussi je vais vous faire les poches, bah là la fête est finie. Donc ils brûlent les pages de l'UMA qui leur restaient, qui leur servaient à caler un coin de table. Donc finalement on se dit que même il y a quand même des vaccins qui fonctionnent, parce qu'après une double dose de Macron au pouvoir, certains retrouvent la vue. Alors il était temps, me diriez-vous, le bougre réussirait presque à nous faire regretter François Hollande, c'est vous dire s'il a réussi son coup. Parce que sur cette planète qui tourne trop vite, il est raisonnable de penser qu'un narcissique un peu fielleux aux commandes, c'est foutrement dangereux. Alors, au temps normal, il reste à la France 2 ans à tirer, mais ce temps est tout sauf normal. Donc, on a vu qu'à l'horizon 2027, ça bouchonnait plus qu'au péage de Saint-Ternon en retour de vacances. Tout le monde rêve de gravir les marches de l'Élysée, même Aurore Berger. Donc, on a Darmanin qui singe Sarkozy, on a Retailleau qui parle, on a Mélenchon qui arrose la France au gasoil, on a Marine Le Pen qui surveille Bardella, Zemmour qui espère que les cons ouvriront un jour les yeux, et Villepin qui se trouve toujours la plus belle pour aller danser. Mais depuis lundi, bah, l'horizon s'est un peu rapproché. Parce que dans un mélange de prétentions centristes et de bras d'honneur à Macron, Bayrou s'est fait harakiri. Alors, faut reconnaître concernant le Béarnais qu'annoncer un 15 juillet un plan de bataille pour demander un mois plus tard un accord sur un constat, c'est quand même un peu taquin. Et la démocratie étant ce qu'elle est, bah, toutes les forces en présence pensent surtout à comment bien se positionner pour appeler le pouvoir plutôt qu'à comment redresser la France. Et donc nous voici de retour un an en arrière. Alors quels sont les scénarios possibles? Le premier, bah, François Bayrou n'a pas le vote de confiance et enfin il entre dans l'histoire parce qu'il deviendrait le Premier ministre à se faire lourder sur un vote de confiance. De là se dégagent deux options. Première option, Macron nomme un nouveau chef de gouvernement. Alors on repart pour un tour de consultation comme un médecin, mais il a quand même un choix à faire, c'est est-ce qu'il la porte à droite ou est-ce qu'il la porte à gauche. Donc à droite, le favori, c'est le cornu, le ministre des Armées, mais pas certain qu'il a envie de devenir l'idiot utile de la cinquième. Si c'est à gauche, là on repart pour une nouvelle grande alliance des gauches, allant des cocos en passant au vert jusqu'au centre-gauche, mais sans Mélenchon. Alors on sait que quand il faut régner, bah, les gauches ont toujours dans l'histoire réussi à signer un accord sur un coin de table. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un pour prendre la tête de la coalition, et là, ça risque de frotter un peu. Option 2, Macron nomme un chef de gouvernement technique, et à la tête d'un gouvernement de hauts fonctionnaires. Donc là, on sait à quoi ça va ressembler. Bruno Le Maire nous l'avait dit. Donc on va vivre sous la menace d'une mise sous tutelle de la Troïka, qui est composée Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Commission de l'Union européenne, au motif que bah, l'état de nos finances sont pas géniales. Et donc, pour l'éviter, le nouveau gouvernement va nous dire bah, on doit obligé d'imposer des mesures d'austérité. Et là, on sait ce que ça fait. On ruine un peu plus les classes moyennes et on finit comme la Grèce parce qu'on va pas, surtout pas toucher au tonneau des dadaïdes des dépenses.
La traduction, c'est que ceux qui nous ont mis en position d'être mis sous tutelle en creusant le déficit depuis des décennies, en dépeçant notre industrie, en se montrant incapable de juguler l'immigration, va prendre le pouvoir pour éviter la mise sous tutelle. Ce qui est quand même assez baroque. Maintenant, le deuxième scénario, François Bayrou entre toujours dans l'histoire, il chute, mais là, Macron opte pour le retour aux urnes. Donc là, il y a trois options. Première option, pas de majorité. Bon, là, on est encore dans la passe, on repart pour un tour. Option 2, majorité relative. Mais là, c'est le cadeau empoisonné. Parce que tu donnes l'impression d'avoir du pouvoir, mais en fait, tu n'en as pas. Et en plus, tu grilles tes chances pour la présidentielle. Personne ne veut du poste. Donc, hop, on a le gouvernement de techniciens. Option 3, majorité absolue. Alors, sur le papier, tu dis que ça peut débloquer pas mal de choses. Mais en fait, non. Imaginons, si on prend du côté du camp national, c'est Bardella ou Le Pen qui deviennent chefs de gouvernement. Même appuyé sur une majorité absolue, il doit faire face à une série de blocages politiques et juridiques très efficaces. Les juges, la rue, l'administration, l'international, et en premier lieu le président. Car on cause démocratie toute la journée, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une monarchie républicaine. C'est-à-dire que toute nos constitutions est écrite pour filer un max de pouvoir au président. Alors concrètement, Macron ne pourra pas gouverner, mais il peut empêcher le Parlement, élu souverainement, de gouverner. Car la première cause de blocage, et la plus importante, c'est le président. Car outre un certain nombre de pouvoirs propres qu'il exerce librement sans le consentement du Premier ministre, référendum, dissolution, pouvoir de crise, droit de message, outre certaines compétences essentielles en matière diplomatique, militaire, internationale, européenne, outre des pouvoirs déterminants en matière de nomination aux postes les plus élevés de l'État, la Constitution offre au président un droit de veto absolu sur l'ordre du jour du Conseil des ministres et sur l'ensemble des textes qui y sont adoptés, décrets, ordonnances, projets de loi. Donc, même avec une majorité absolue, le gouvernement peut empêcher le peuple de gouverner. Enfin, un troisième scénario, là c'est le plus croustillant, c'est l'article 16. Parlement bloqué, il y a une manif le 10 septembre, on sait comment pourrir une manif et monter la violence. Menace de guerre, hop, Macron dégaine son nouveau hochet, parce que de toute façon, il essaye tous les outils de la Constitution jusqu'à la fin de son mandat. Le dernier qu'il n'a pas utilisé, c'est l'article 16. Donc, il peut potentiellement mettre la France dans des conditions telles qu'il déclenche l'article 16. Donc, si on résume la situation, le problème ne vient pas de la Chambre. On pourrait changer de gouvernement tous les 3 jours et dissoudre le Parlement comme un tueur à gages, ça ne changera rien. C'est le président qui, à force de jouer avec son hochet, a pété la cassée. Donc, tant qu'il restera en poste, on pourra faire qu'au mieux du homestaging, pour parler en anglais, pour faire plaisir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, si on voit le côté positif, rappelez-vous, la dernière dissolution, c'était juste avant la loi sur l'euthanasie. Et là, qu'est-ce qui va se passer fin septembre-octobre? Loi sur l'euthanasie. Donc, décidément, je me dis que les voies du Seigneur sont impénétrables. Merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. On en discute tout de suite avec Alexandre Jardin.